Salut à tous, je suis super heureux de vous retrouver. Comme vous l'avez vu, j'ai repris un entraînement un petit peu plus sérieux depuis quelques temps, notamment avec de la course à pied depuis quelques jours. Ça y est, la prépa pour le marathon de Paris qui arrive très vite est lancée et vous êtes de plus en plus nombreux ici sur YouTube, sur les réseaux sociaux, Strava, Instagram, Twitter, à me poser des questions sur mon entraînement. Vous avez été depuis le départ très nombreux à me poser des questions sur l'entraînement. Alors, j'avais de grandes ambitions pour faire une vidéo autour de la planification, autour de l'entraînement pour le marathon de manière générale. Et voilà, on y est. Comme je vous le disais, j'avais de grandes ambitions pour cette vidéo, pour traiter le sujet. Je ne voulais pas faire quelque chose qu'on peut retrouver un peu n'importe où sur Internet. Je voulais vraiment aller sur des questions de fond, des questions que moi-même je me pose, que vous vous posez, j'imagine. Et donc du coup, j'ai voulu forcément m'entourer des meilleurs. S'entourer des meilleurs, c'est d'abord une personne, Simon Gosselin, entraîneur du team Sidas Matrice que vous connaissez certainement, qui est athlète aussi lui-même de haut niveau. Il entraîne également parmi les plus grands athlètes aujourd'hui en trail. Je pense à Rémi Bonnet notamment, qui est sans doute aujourd'hui l'un des meilleurs coureurs en trail et en ski alpinisme du moment. Donc voilà, Simon était la personne, je pense, la plus à même de me répondre et de répondre à tous les questionnements que je peux avoir autour de l'entraînement pour un marathon. Vous le savez aussi, hein, dans le passé, Simon m'a conseillé pas mal sur l'entraînement. C'est vrai qu'après la TDS 2022, j'ai un peu stoppé tout ce processus, on va dire, de m'entraîner de façon structurée. Je suis retourné le voir pour avoir ses conseils pour planifier un petit peu la prépa marathon. Vous allez le voir, c'est avec Simon qu'on a eu cette discussion. M'entourer des meilleurs, c'est aussi un outil qui s'appelle Nolio, que vous connaissez peut-être, que vous connaissez certainement. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui m'ont posé déjà des questions parce que je vous avais vu passer des captures d'écran de Nolio dans les vidéos précédentes. Nolio, c'est une plateforme, une application également évidemment, qui permet de planifier, de suivre et d'analyser son entraînement. C'est un outil qui existe depuis quelques années maintenant, qui est en constante évolution. Et Nolio a vu que j'avais lancé cette série sur le marathon, m'a contacté et m'a proposé d'être partenaire de cette vidéo. Donc avant toute chose, je les remercie évidemment de soutenir ce projet autour de la planification et de l'entraînement pour le marathon. C'est Nolio qui permet de réaliser cette vidéo, qui permet à Simon, à moi, de pouvoir discuter de tout ça avec vous. Et donc forcément, il va être question aujourd'hui de Nolio en détail. Nolio m'a donné carte blanche, à vrai dire, pour parler un peu de ce que je veux sur cette vidéo. C'est assez rare d'avoir autant de liberté quand on a du contenu sponsorisé, comme c'est le cas ici. Donc encore une fois, je les remercie pour ça. Vous allez le voir, il va être question de Nolio, parce que Nolio, moi j'utilise ça depuis quelques années maintenant, en fait, depuis que Simon me suit, parce que Simon les accompagne dans leur développement depuis le départ. Et donc Simon a tous ses athlètes et peut suivre tous ses athlètes sur la plateforme, parce que Nolio, c'est à la fois quelque chose pour un entraîneur qui va suivre tous ses athlètes via la plateforme et tous les entraînements, va pouvoir planifier aussi tous les entraînements de ses athlètes sur la plateforme, mais c'est aussi dédié aux athlètes comme moi, plus amateurs. Et donc ça va être la question du jour, ça va être aussi le sujet. Dès lors que j'avais carte blanche pour imaginer un petit peu ce que je voulais sur cette vidéo, j'ai pensé tout de suite à une discussion avec Simon. J'avais Simon sous la main. Simon habite aussi ici dans le Beaufortin. Donc je suis allé le voir et puis on a discuté un petit peu de plein de sujets en fait, autour de l'entraînement. Je pense que ça va vous intéresser. On a traité plein de questions. Prenez cette vidéo comme une discussion, comme un peu un podcast aussi, hein, évidemment, même s'il y a pas mal de choses qui vont illustrer ce qu'on dit, et notamment sur Nolio. Donc ça peut être intéressant aussi de regarder la vidéo quand même. Mais en tout cas, voilà, c'est une discussion avec Simon, plein de sujets. C'est tout chapitré, comme ça vous pouvez aller directement sur les parties qui vous intéressent le plus. Il y aura une partie dédiée vraiment à Nolio, évidemment, où on va aller un peu plus dans les détails de ce que l'application, ce que la plateforme de manière générale peut vous apporter. D'autant plus qu'il lance maintenant une marketplace où vous pouvez acheter directement des plans d'entraînement sur la plateforme. Donc ça, c'est hyper intéressant. J'y reviendrai en détail, d'autant plus que Simon a participé à ça aussi en créant des plans d'entraînement typiquement pour le marathon. C'est ce que je vais suivre d'ailleurs, mais je vous explique ça en détail dans la vidéo. Voilà, j'en dis pas plus pour cette introduction. Je vous laisse rentrer dans le cœur du sujet. Un petit dernier mot, j'ai prévu de faire une FAQ autour de l'entraînement justement, autour de toutes les questions que vous pouvez vous poser qui n'ont pas été répondues dans cette vidéo. Allez-y en commentaire de la vidéo, mettez toutes les questions que vous pouvez, toutes les questions que vous voulez. N'hésitez pas également hein, sur les réseaux sociaux, Instagram, Strava, n'importe où. Je vais essayer de récupérer le maximum de questions, peut-être aller voir Simon une nouvelle fois sur des points un peu précis dont je n'ai pas forcément les réponses. Et puis voilà, je prépare une FAQ pour dans quelques semaines. Mais en tout cas, pensez-y pendant la vidéo s'il y a des questions qui vous viennent, mettez ça en commentaire. 26 janvier, comment ça va déjà et comment se profile ta saison 2023? Eh bien écoute, ça va très bien. On profite d'avoir enfin de la neige à la maison. Et du coup, ça permet de faire un bon bloc d'endurance
en vue des belles échéances 2023. C'est quoi tes objectifs pour l'année en tant qu'athlète? En tant qu'athlète, ce sera d'essayer de faire à peine plus long. Donc certainement une maxi race, une CCC et puis finir par les Templiers. Et d'un point de vue de avec ta casquette de coach, qu'est-ce qui se profile pour toi avec tes athlètes? Ça reste quand même dans l'ensemble un peu comme les années suivantes, quand même un gros boulot toujours avec le Team Sidas Matrix. Donc là, cette fois, je pense dans l'idée d'aller chercher des belles victoires sur des belles classiques. Et après, quelques athlètes perso, je pense continuer ce qui a déjà été fait. Enfin, je pense à un Rémi, continuer à être à être au top. Dans le team, tu en as eu quelques-uns qui ont préparé des trucs sur route? Ouais, bah, il y a eu Anthony l'année dernière sur un semi. Et puis pour le coup, il y a quand même eu Anaïs qui a fait son Ouais. premier marathon l'année dernière à Zurich en 2h37. Et qui, elle, pour le coup, risque d'en refaire un nouveau à Berlin cette année en septembre. Ok, et il y a aussi Simpak, il a aussi un profil quand même aussi de routard sur une partie de l'année. Il aime bien ce genre de choses-là. Donc, Ouais, il y en a pas mal d'autres manières qui aiment bien se tester un peu sur 10 km ou sur semi, ça fait quand même des belles références mm, et ça reste intéressant pour se jauger parce que vraiment les valeurs, c'est des valeurs brutes ouais. et très facilement comparables contrairement au trail. Donc du coup, ça c'est déjà un premier point qu'on peut aborder. La passerelle entre le trail et la route, finalement, elle est, elle était très forte avant, elle est de moins en moins forte aujourd'hui, non? Ouais, Quelles sont les qualités qu'on retrouve, qu'il y a besoin dans les deux, on va dire, les deux disciplines, pour courir à plat ou pour courir en montagne? je pense que de toute manière, l'économie de course qu'on peut retrouver à plat ou qu'on va aussi retrouver comme en montagne sur pas mal de parties des concours, je pense que c'est quand même assez transférable, même si bien sûr, entre une pente à 30% et 2 km de goudron, ça diffère quand même. Il y a quand même un peu d'endurance de force, même si ça sera comme une qualité qui sera prédominante en trail. Et pour moi, c'est une qualité, je pense, qui peut réellement aider sur le plat, mais qui n'est pas forcément prédominante. Et après, tu as toutes les qualités physiologiques. De toute manière, je pense que si tu augmentes ta VO2 max, si tu augmentes tes seuils, tu vas quand même progresser dans les deux disciplines parce que ça reste un sport d'endurance. Et puis on voit de plus en plus que, surtout avec les coureurs en montagne, que des mecs qui font de la course en montagne, où c'est quand même des parcours en boss, des mecs qui sont forts en course en montagne ou forts en boss, ils peuvent être aussi forts sur plat, quoi. Même, puis toi, avec Rémi, un de tes athlètes, tu as un exemple frappant d'un mec qui est le meilleur du monde en boss et qui est malgré tout très fort à plat aussi, quoi. Ouais, ça. Bah. Bon, après, comme on le disait, de toute manière, si tu as une grosse VO2 et des gros seuils, si tu arrives à être très très fort en boss sur 30 minutes, globalement, tu le seras aussi sur 30 minutes sur un 10 km, quoi. Donc, après, je pense qu'il y aurait. C'est quand même pas si évident d'être vraiment le meilleur à plat et en boss. Parce que même les Kenyans qui, pour l'instant, passent au trail, sans même parler de dopage, le plus souvent, c'est pas eux qui avaient les meilleurs temps sur route. Donc, c'est peut-être que juste naturellement, ils ont peut-être aussi d'autres qualités naturelles comme l'endurance de force. Et peut-être qu'au final, du coup, ça leur permet de mieux les transférer en trail ou en course de montagne. Donc, après, ça, je pense, c'est des trucs à étudier. Et puis, enfin, surtout qu'on va voir, en fait, je pense, les prochaines années. Hein. Ouais. Parce que de toute manière, un jour ou l'autre, je pense qu'il y aura quelqu'un qui aura vraiment un très très gros record, par exemple sur marathon ou sur 10 kills, qui va venir en course de montagne ou qui va venir vraiment en trail. Parce qu'en course de montagne, c'est certainement déjà le cas. Et on verra. Ça pourrait être vraiment intéressant de voir les performances que ça va donner. Ne serait-ce qu'un gym aujourd'hui, Ouais. je pense que c'est aussi déjà un bon exemple de quelqu'un qui, même si effectivement il est encore loin des meilleurs sur route, mais tu vois, sur semi, il fait 62, 1h02, 1h des quelques. Il a fait 13 et quelques sur 5, je crois. Ouais, 13 et quelques sur 5. Mm. Ça reste des chronos quand même de bons coureurs sur Ouais. route et qui performent aussi entre elles. Donc ça montre qu'il y a quand même des passerelles, quoi. Ouais, bien sûr. Et encore une fois, ça va, je pense, vachement dépendre de ce que tu vas préparer comme course en trail et sur route et la longueur que tu vas préparer et tes qualités naturelles de base. Hein. Et est-ce que finalement, tu penses pas c'est plus simple un profil trailer qui va essayer de préparer de la route qu'un profil routard qui va préparer. Et qu'est-ce que tu dirais qui est le plus simple? Dans quel sens ça serait le plus simple, tu penses? Je pense que ça dépend vachement des qualités naturelles Ok. de l'athlète de base. Un trailer qui a peu de foulée, je pense qu'il va galérer à faire vraiment un gros gros temps sur route. Et puis ça dépend aussi vachement de la morphologie. Enfin, tout à l'heure, on Ouais. prenait l'exemple de Rémi, je pense qu'il a quand même un profil à être bon sur le plat parce qu'il est quand même assez longiligne, avec quand même des grands segments. Et je pense que ça aide forcément déjà sur le plat en termes de Ouais, foulée ouais, d'économie de course et aussi, je crois. d'économie de course et d'efficacité. Parce que tu vois, il y a toujours ce mythe un peu de est-ce que tu vois, si les meilleurs Kenyans ils venaient en trail, est-ce qu'ils performeraient? Toi, t'as quel avis à ce sujet? Est-ce que tu penses qu'avec un peu d'entraînement spécifique, tu vois, sur un Cerzinal par exemple, il serait forcément tout de suite devant? Parce que Eliud Kipchoge, il fait un peu de spécifique en boss. Est-ce qu'il va défoncer tout le monde sur Cerzinal? Je pense que alors, Eliud, c'est comme c'est un des profils qui a vraiment une très très grosse VO2, enfin, c'est peut-être
encore plus d'être très très au seuil. Je pense que je crois qu'il tient, il me semble, son SV2 pendant 2 heures au marathon. Donc forcément, il serait très très performant sur un Cyril. Après, ça va vraiment dépendre, je pense, du temps de sa prépa, parce qu'il a quand même à passer la première bosse. Et puis même après, ça reste quand même pas tout plat. Il serait forcément performant. Après, de là à dire que dès la première année, il bat le record de Kylian, moi personnellement, je suis quand même plus réservé et j'attends quand même de voir, même si c'est toujours compliqué de se prononcer Mais, exactement. mais tu vois, et pour autant, cette année, que ce soit Cardinal ou que ce soit même d'autres courses de montagne, bah, tu vois, Kipengeno, il a violenté un nombre de records en course de montagne. Bien sûr, ouais. Et nous, les trailers qui aimons bien voir notamment Kylian, qui est un peu le boss, tu vois, on aime bien penser qu'en fait, jamais il serait intouchable. En fait, il s'est fait battre. Bon, après, dans un contexte particulier, parce que lui, bon, il était dans un enchaînement et que les mecs qui ont gagné, enfin, le mec qui a gagné était dopé, mais ne serait-ce que, de toute façon, enfin, ils ont prouvé qu'il y avait des mecs qui pouvaient aussi être quasiment à son niveau, tu vois, directement sur ces des parcours, bon, qui restent pas techniques, mais en tout cas, ça prouve qu'ils ont quand même des vraies cartes à jouer, quoi. Ah, pour le coup, moi, je pense vraiment qu'ils peuvent être très, très régulièrement dans les top 10 mondiales. Après, de là à dire que le jour où ils vont s'y mettre, devant, on verra plus que des Kenyans et des Éthiopiens, là, pour le coup, je suis plus réservé. Eux, naturellement, ils ont une économie de course qui est très, très, très grande sur le plat. De manière, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'études qui ont prouvé qu'au final, il y en a pas mal enfin, par exemple, de Kenyans qui, au final, arrivaient à courir des marathons en étant vraiment très, très impressionnants avec des VO2 assez faibles. Mm. Et juste parce qu'ils ont une économie de course de fou. Mm. Et ça, pour le coup, ils auront quand même un peu plus de mal à la transférer en trail. Donc, mais bien évidemment qu'il y a des gros talents et qu'il y en a d'autres qui ont certainement plus d'endurance de force et ils vont pouvoir jouer devant. Après, ouais, encore une fois, je suis vraiment réservé sur le fait qu'ils écrasent tout en mode demain, il y aura le top 15 de Cyril sera 15 gagnants. Ouais. Personnellement, j'ai plus de doutes. Et encore plus sur des longues distances, non? Encore plus sur des longues distances, ouais, certainement, hein, parce que je suis pas sûr qu'ils soient vraiment habitués à manger, à s'alimenter en cours. Encore une fois, leur endurance de force, en tout cas pour l'instant, est limitée, parce que de toute manière, là, enfin, je connais pas assez le pays là-bas, mais ils s'entraînent quand même beaucoup, beaucoup à plat, peu de vélo, peu de ski, enfin, peu de ski de rando, et mine de rien, c'est quand même des qualités que c'est maintenant acquis, que c'est quand même vraiment intéressant et presque indispensable Mm. pour l'ultra. En tout cas pour l'ultra dans les Alpes, je pense que c'est encore différent l'ultra aux États-Unis. Donc ouais, non, c'est clair qu'ils vont devoir en tout cas changer pas mal de choses et en tout cas ça peut être super intéressant et d'ailleurs je pense que c'est ce qui est un peu en train de se faire, il y a plusieurs groupes de Kenyans qui sont en train de se monter dans le trail et ça va être ultra intéressant de suivre ça quoi. On est à 66 jours du marathon de Paris. Je n'ai pas commencé à m'entraîner, vraiment. Enfin, je n'ai pas commencé à m'entraîner spécifiquement, on va dire. Spécifiquement, ouais. Euh, Est-ce que tu penses que c'est jouable ou pas? C'est dans la merde. Ouais, ok, on est d'accord. On est d'accord. Globalement, tu dirais qu'une prépa marathon, ça devrait durer combien de temps de façon idéale, on va dire? Ou quelque chose de raisonnable à la fois, mais un minimum, tu vois, un minimum, tu dirais combien? Moi déjà je pense que c'est intéressant de prendre peut-être déjà de prendre plusieurs cas. Ouais. Je pense que si tu as le cas vraiment routier qui enchaîne les marathons année après année, je pense qu'il peut quand même raccourcir sa prépa. Je dirais sur un mois et demi, 2 mois, selon si, par exemple, il fait un premier marathon, il coupe, enfin, il se régénère, et là, il peut en faire une deuxième assez courte. Je pense que si tu prends un trailer qui court énormément toute l'année et qui fait quand même pas mal de séances de plat, tu peux peut-être déjà monter au minimum 2 mois, je dirais, et par contre, pour quelqu'un de lambda qui s'entraîne peu, s'il veut limiter le risque de blessure et prendre le temps, peut-être quand même 3 mois, Ouais. ça me paraît une On va dire 12 semaines. une 12 bonne prépa. semaines, 12 quoi. semaines, ouais. Est-ce que tu penses que malgré tout, mon objectif de battre mon record de l'année prochaine, de l'année dernière, il est quand même jouable? Ouais, moi je pense qu'il est jouable parce que mine de rien, t'as quand même encore le temps, hein. Du coup, on Mm. parle quand même de 8 à 9 semaines, c'est donc quasiment encore 2 mois. Que mine de rien, t'as quand même fait un premier, enfin, t'as quand même pu faire une première partie de cycle, Ouais, il me semble en novembre, décembre, avant un peu de te blesser et donc d'en ouais, faire moins. Que tu gardes quand même la forme, même si je pense que t'as pas forcément la même sensation en ski de rando ou sur des activités annexes, t'avais quand même pas mal roulé ouais. quand il faisait chaud et donc t'as quand même une bonne base, ne serait-ce que d'endurance. Je pense que les 2 heures, il y a pas forcément de souci. Après, forcément, il va falloir quand même que tu enchaînes un peu plus Ouais. de kilomètres à plat, même tu as quand même une base qui reste en fait solide. C'est pas comme si tu avais dû complètement couper et là où tu repars de zéro. Ouais. Le jour où tu plus de douleur, je pense que ta prépa, tu peux directement la renclencher Ouais. sur des volumes de kilomètres assez intéressants. Puis même là, encore une fois, on parle d'endurance de force. Moi, je pense que notamment sur un marathon, c'est quand même une qualité non négligeable. Et du coup, là, tu l'entretiens largement, ton endurance de force, parce Ouais. qu'avec les sports que tu fais et les heures que tu fais, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, ce qui est quand même intéressant, c'est que tu auras juste à retrouver vraiment ta foulée et pour le coup, et à renchaîner quelques kilomètres à haute intensité même. Après, C'est- du coup, pour un profil comme le mien, qui est le profil en fait, de beaucoup de gens, parce qu'il y a finalement assez peu de monde qui font que de la route Ouais. purement, c'est quand on va se préparer pour un marathon, on va essayer de... Est-ce que, tu vois, typiquement sur une planification comme ça, on va essayer de faire plusieurs cycles, où on va essayer de développer avant tout une qualité,
et on va faire surtout un gros cycle autour du développement d'une qualité. On va essayer de faire plusieurs cycles. Tu vois, souvent on va se dire instinctivement, on va d'abord faire une base foncière et puis après on va essayer de faire quelque chose avec plus de vitesse. Mhm. Est-ce que c'est forcément comme ça qu'il faut faire ou est-ce qu'on peut tout mêler dans un même cycle? Toi, qu'est-ce que tu penses qui est la meilleure solution? Ça Ouais, de dépend toute des façon, de toute profils. manière, je pense que ça dépend vraiment des profils. Mais si on prend vraiment le profil peut-être un peu plus basique de quelqu'un, par exemple, qui fait un peu autre chose à l'année, donc pas forcément. Enfin, ou qui fait. Soit qui n'est pas forcément régulier sur son entraînement, soit qui à l'année va par exemple plutôt faire du trail ou plutôt faire un autre sport, et tout en gardant un peu de course à pied, hein, mais qui plonge vraiment sur les 3 mois, enfin sur 2 ou 3 mois sur une prépa marathon. Je pense que le plus indispensable, ça reste quand même de bosser autour de l'allure marathon. Ouais, avec le long tempo seuil, enfin, entre ton SV1 et ton SV2, c'est vraiment pour moi le gros focus à faire. Je pense pas qu'il faut faire un cycle de vitesse. Je pense que tu peux intégrer quelques séances parce que ça permet quand même de développer, enfin même plutôt de débloquer un peu ta foulée. Mm. Je pense que tu as dû peut-être le sentir de temps en temps Mm. quand tu vas remettre une bonne séance un peu soit de fartlek court, soit sur piste de VMA courte, enfin ou de Ouais, ouais. VMA. Mine de rien, tu sens quand même que tu crées un peu d'adaptation à ta foulée et après c'est à peine plus simple quand tu reviens sur tes allures un peu plus marathon. Ouais, complètement. Et en plus, c'est marrant parce que ce que tu dis, c'est exactement ce que disait. J'en ai discuté un peu avec Nicolas Navarro au Ouais, Kenya. Et je l'ai vu à la piste en fait. Et il faisait une séance de piste, mais bon, pas très dure pour lui, tu vois, genre 3 fois, 10 fois 300 mètres, un truc comme ça. ouais, Et il me disait qu'en fait, ça, c'est genre, dans une prépa marathon, il va peut-être faire 3 fois cette séance, mm. là où il fait quasiment tout le reste du temps autour des allures marathon, quoi. Ouais, ça. Et ou un tout petit peu plus, ou allure semi, entre allure semi et allure marathon, quoi. Il fait quasiment que ça, il fait que juste quelques séances où vraiment il va aller un peu plus vite, et que globalement, il disait que c'était ouais, même neuromusculairement, pour habituer aussi le corps à juste à se dire il est capable d'aller un peu plus vite, quoi. Non, ça reste quand même intéressant comme travail. Mais c'est sûr que, enfin, pour vraiment faire un cycle VMA, je pense pas qu'il. Enfin, pour moi, c'est pas pertinent, en tout cas là dans le profil qu'on a parlé. Si tu fais un cycle VMA, il faut préparer autre chose qu'un marathon. Ouais, Sinon, ce sera trop compliqué à transférer. C'est pas forcément ouais, ouais, les mêmes, la bonne chose. ouais. Est-ce que, ouais, rapidement, tu peux me raconter depuis quand tu travailles avec Nolio, avec l'outil, depuis quand tu Ouais. connais un peu, et puis ouais, m'expliquer un petit peu ce que c'est. Alors, si je dis pas de bêtises, moi je travaille depuis 2019 avec. 2020, c'est sûr que je travaillais avec. Il me semble que c'est même dès 2019. Ok. Mais au début, je les ai un peu aidés sur un ou deux points. Enfin, on a eu de Le la chance, développement. enfin, on a eu de la chance, plutôt les aider. Ok. On a eu de la chance, j'ai eu de la chance de pouvoir discuter avec eux sur un ou deux points quand ils ont commencé à vraiment développer leur application. Ok. Moi, je la trouve ultra intéressante. Bah, déjà, outre que les deux cofondateurs ont une démarche que je trouve ultra intéressante Ouais. et ont une belle vision. Mais dans les faits, elle est, je pense, de mieux en mieux chiadée, que ce soit l'application, que ce soit sur ordinateur. Moi, en fait, ça me permet d'avoir accès à tous mes athlètes au même endroit. Ouais. Et en fait, c'est un gain de temps juste énorme. Ouais. Avant, moi, en fait, j'avais les codes, par exemple, de MovesCount Ouais. ou de Polarflow C'est clair. sur, de chacun. Et en fait, Ah ouais, enfin, quelle galère. quelle galère d'aller voir chaque séance, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, Après, avec Strava, aujourd'hui, peut-être on pourrait se dire, ouais, on mais pourrait voir. avec Strava, le problème, c'est que tu perds du temps parce que sinon, il faut vraiment que tu suives que tes athlètes, C'est vrai. qu'il y ait un compte pour suivre que tes athlètes. C'est vrai. Parce que sinon, en fait, tu suis forcément deux, trois potes, tu suis forcément deux, trois athlètes de haut niveau. Et en fait, c'est quand même du temps de perdu. Et puis, t'as pas accès à toutes leurs données. Comme sur Nolio, c'est quand même très Ouais. très bien fait. Tu as accès au nombre d'heures, t'as accès. Si l'athlète a rentré, par exemple, ses données de VMA, ses données de FC Max, ses données, bah, tu as directement tout. C'est vrai. Tout accès directement au pourcentage de puissance, au pourcentage de VMA, au pourcentage de FC. En termes d'analyse, c'est quand même vraiment top. Maintenant, tu as aussi de la planification qui est de mieux en mieux. En plus, maintenant, ils ont activé. Enfin, tu peux faire tes séances structurées. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est quand même, je pense, un gain de temps pour l'athlète. En fait, tu mets la séance structurée. Et l'athlète a juste à la mettre Sur sa montre, sur sa montre terminé. et terminé. Et c'est intéressant parce que là, tu as évidemment le regard du coach Ouais. qui gère ses athlètes via la plateforme. Moi, en tant qu'utilisateur, alors que je suis un énorme fan de Strava et que je regarde beaucoup Strava, en fait, je vais encore sur Nolio parce qu'il y a plein ne serait-ce que de données qu'on n'a pas, que Nolio a développées Mm. et de manières de les présenter, etc., que ça existe que là, en fait. Mais en tout cas, Nolio, ça permet d'avoir accès à plein de données comme ça qui sont hyper intéressantes qu'on n'a pas sur des trucs très grand public, quoi. Et ça, ne serait-ce qu'aussi d'un point de vue de l'utilisateur, c'est intéressant, quoi. Ouais, puis alors je pense qu'il y a un plus ultra intéressant, bah, déjà, c'est que c'est à la carte. Ouais, Donc, tu peux vraiment en fait, choisir les données que tu as envie d'afficher. ouais, Et je pense que Nolio, enfin, en tout cas, les deux cofondateurs, si je dis pas de bêtises, avaient quand même un fort attrait pour la course à pied au début. ouais, Et des bonnes connaissances là-dessus. Et en fait, je pense que du coup, c'était aussi développé au début un peu plus pour la course à pied, alors ouais, qu'un Training Peaks,
j'aurais plutôt tendance à dire qu'au début c'était fait pour le vélo, maintenant je pense que vrai. c'est fait aussi pour tout, hein. Mais du coup, c'est aussi pour ça, je pense qu'on retrouve quand même pas mal de données qui sont vraiment intéressantes Ouais. liées à la course à pied. Et Nolio a quand même cette volonté d'essayer d'aller trouver les petites nouveautés, les petits nouveaux points. Et dès que tu peux intégrer quelque chose, ils le font. Ouais, ça c'est super intéressant que Donc, tu parles de ça, c'est le côté que c'est tout le temps en train d'évoluer, ouais. d'évoluer et de s'améliorer en fait. Et autant quand toi tu as commencé à bosser avec eux, ils étaient au début, donc ils commençaient à développer des choses, autant maintenant c'est hyper complet déjà ce qu'ils ont à l'heure actuelle, Ouais, c'est c'est clair, ouais. parmi les trucs les plus complets qui existent, et ça ne cesse de s'améliorer en Ouais, fait. c'est clair, ouais. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est quand même hyper intéressant. Donc, Et puis d'un point de vue d'athlète, ça permet aussi d'aller voir. Ce qui est bien, c'est que l'athlète a vraiment accès à toutes ces données, accès à toutes. c'est hyper. En fait, il y a un truc, je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais je trouve ça hyper visuel. Ouais, Ils ont réussi à faire un truc où, via des schémas, ce genre de choses, via le calendrier, ne serait-ce que le calendrier, tu vois, quand toi tu vas planifier des séances, enfin des semaines pour tes athlètes, mm. l'athlète il arrive sur le truc, il sait exactement à la fin de la semaine plus ou moins le nombre d'heures qu'il aura en volume, il aura déjà tout T'as quoi. tout qui est comparé. Ouais, Enfin, parce que c'est vrai qu'à la base, c'était vraiment plus pour de coach à athlète. ouais. Maintenant, ça vaut le coup aussi, peut-être en tant que Même si t'as purement pas de en tant coach, ouais, qu'athlète c'est clair. sans coach, ça peut avoir le coup d'investir là-dedans juste pour avoir un vrai suivi un peu structuré. Typiquement, on va se lancer sur une prépa marathon. Bah, tu vois, on va avoir une bien meilleure vision, je pense, de un peu. Tu vois, on parlait de zone, on parlait de toutes ces choses-là. Là, on va voir si on rentre un peu toutes les données, comme tu disais. On va voir si on respecte ces zones, à quel temps dans la semaine on a passé à telle zone, etc., etc. Et à la fin, ça permet de faire des bilans et de vraiment voir les clés de progression, quoi. Non, c'est clair, ouais, même pour des athlètes perso. Enfin, juste, maintenant, c'est facile, enfin, j'utilise Nolio, puis Ouais, encore plus avec la marketplace là, qu'ils sont en train de lancer, enfin, complètement. qu'ils ont d'ailleurs lancé. Ouais, Je pense que ça permet d'avoir accès au plan, et justement, du coup, tu as ton plan ouais, sur Nolio, et derrière, en fait, toi, tu as ce que tu fais. Donc, c'est comme si tu avais. Ça te permet quand même d'avoir un suivi qui est quand même vraiment quali. ouais, c'est clair. T'as juste pas l'aspect de Humain. relation de coach Et à. l'aspect humain et adaptation. Voilà. Mais sinon, Mais sinon, ouais, c'est quand même nettement mieux que de juste trouver un plan un peu random sur Internet oui, quelque c'est part clair, ouais. et d'essayer de le suivre, quoi. Parce que Parce qu'en là, plus, tu auras moins les outils de comparaison. totalement, C'est vrai que totalement. là, tu pourras beaucoup plus voir. Je pense que enfin, c'est très facile de voir si c'est dans les bonnes zones. Ouais. Donc, ouais, non, c'est vrai que c'est ultra intéressant. Ouais. Petit aparté dans la vidéo pour vous montrer concrètement comment ça se passe sur la marketplace. Donc vous l'avez compris, hein, Simon a créé deux plans d'entraînement. Le lien sera dans la description de la vidéo si vous voulez aller voir ce que ça donne. Deux plans pour préparer un marathon sur 12 semaines. Pour ma part, je vais suivre un de ces deux plans. En fait, c'est le même plan qui est un peu adapté. Si vous voulez vraiment faire ça de façon intensive, un peu comme moi je vais le faire, donc sur 6 séances par semaine environ. Et sinon, vous avez aussi une option avec 4 séances par semaine, donc un peu plus réduite en fonction du temps que vous voulez accorder à ça, de votre niveau, etc. Simon a décliné ce plan en deux parties. Et l'idée, c'est que je vais vous montrer exactement comment ça se passe quand vous êtes sur Nolio. Donc là, je suis sur le site de Nolio, comme vous pouvez le voir. J'arrive sur la marketplace. La marketplace, vous tapez Nolio marketplace, vous allez trouver très facilement. Pareil, de toute façon, il y aura un lien dans la description. Et puis ici, vous avez tout un système de recherche. Dans l'onglet rechercher, vous pouvez taper le nom de l'entraîneur que vous souhaitez. En l'occurrence, moi, je vais taper Gosselin pour Simon Gosselin. Et vous voyez que ici, les deux plans apparaissent. Je clique sur Simon Gosselin, j'arrive sur sa page en entraîneur. Donc là, c'est intéressant parce que du coup, ça permet de pouvoir le contacter, ça permet de voir un petit peu ce qu'il propose. Pour l'instant, comme je vous le disais, hein, il a proposé que deux plans. Voilà, typiquement, on va aller jeter un œil au plan que moi je vais suivre. Je vais essayer de suivre au maximum pendant cette prépa marathon. Là, vous voyez le nombre de semaines, en moyenne le nombre d'heures par semaine, etc. Vous avez un aperçu à peu près de ce que ça donne. C'est hyper intéressant, comme je vous le disais, hyper intuitif, hyper visuel. Ça, c'est une des grosses forces de Nolio, je trouve. Et vous voyez un petit peu déjà, d'ores et déjà, voilà, ce qui vous attend. Ici, le prix, vous pouvez l'acheter directement. C'est vraiment super intuitif, j'ai envie de dire. Vous avez la description du plan. Et voilà, comme ça vous permet en quelques coups d'œil de voir si vous sentez que c'est un plan qui est fait pour vous et si ça peut vous convenir. Moi, si vous préparez un marathon, vraiment, je vous conseille d'aller jeter un œil hein, à ces plans d'entraînement de Simon. C'est vraiment hyper intéressant et pour ma part, c'est ce que je vais essayer de suivre au maximum. Est-ce que tu penses que c'est indispensable de placer une course de prépa dans une prépa marathon comme ça, typiquement un semi, un semi ou un 10K? Est-ce que tu penses que c'est intéressant? encore une fois, moi, je vais encore dire que ça dépend des profils, mais il y a déjà vraiment des profils qui ont besoin, qui mettent pas forcément beaucoup de dossards et qui ont besoin d'appréhender un peu la compétition. Hmm.
Et du coup, ne serait-ce que pour la confiance et pour réapprendre un peu le dossard, le fait de courir avec beaucoup de monde, bah, Se nourrir. se nourrir, c'est quand même intéressant. Du coup, il favoriserait quand même d'être plutôt un semi plutôt qu'un 10 km, après Ouais. selon le temps de prépa et à quel moment tu peux le mettre dans ta prépa. C'est aussi intéressant, comme tu dis, pour l'alimentation, pour peut-être pour tester des allures. Après, est-ce qu'il faut le faire à fond ou non? Ouais. Ça, je pense que c'est une bonne question et je pense que ça dépend aussi peut-être des profils ou non et du temps pour s'entraîner. Si tu le fais à fond, ça veut dire que tu dois faire une semaine plus cool après. Donc ça dépend. Si tu arrives en fait si tu as vraiment que 2 ou 3 créneaux pour t'entraîner et que du coup tu fais quasiment tout le temps les mêmes semaines et que tu es, déjà un peu limité en volume, c'est peut-être compliqué vraiment de le faire à fond parce qu'après derrière tu vas perdre une semaine qui peut être presque préjudiciable. Si pour contre tu as la possibilité de faire pas mal varier tes volumes, pourquoi pas. Ok. Et il y a un autre point qui rejoint un peu un point qu'on abordait juste avant. Tu disais que ce qui est intéressant quand même pour préparer un marathon, c'est de courir autour de ces allures Ouais, marathon, que ce soit allure marathon un peu plus vite, un peu ouais, plus doucement. Mais c'est aussi de se dire, sur un semi, c'est aussi une chance, entre guillemets, de s'habituer aussi, de mémoriser l'allure qu'on va courir au marathon, quoi. Et ça, c'est quand même hyper important sur route, non? ouais, c'est clair. Ouais. Bah, de toute manière, oui, sur route, le mouvement est tellement le même que à un moment, t'as pas de choix. Ouais, Faut que tu passes du temps et c'est la répétition qui va faire que tu vas t'améliorer à cette vitesse-là. Tu ouais, vas être de plus en plus facile à cette vitesse-là et que du coup, tu arriveras à tenir de plus en plus longtemps. Si on en revient vraiment à la au semi, je pense que dans tous les cas, il y a un truc à faire, c'est faire ton premier 10K, enfin faire la moitié allure marathon. ouais. Et après, en fait, la deuxième moitié, je pense, selon sensation et selon ce qu'on a dit, le faire, on va dire, plus vite pour aller, pour aller chercher un temps ou rester à ton allure marathon. Ouais, Mais carrément. pour moi, ça semble vraiment, vraiment pertinent de faire la première partie, la première moitié à l'allure marathon. Et je pense pas de toute manière que ce soit très, très préjudiciable pour ton temps final, sauf si tu t'es vraiment, t'as un record très, très haut et Ouais, que tu vas jouer à la seconde, effectivement. Je pense qu'en fait, il y a une dégradation de l'économie de course, ouais, justement, avec la foulée qui est un peu exponentielle. ouais, C'est plus, toi, par exemple, je pense que c'est très économique à 3,40. Par contre, si on te fait descendre à ouais, 3,20, 3,30 ou 3,20, on voit vraiment une dégradation ouais, de ta complètement. foulée. Ouais, bah, je pense aussi à un manque de temps, Ouais, ouais. Puis d'entraînement, de passif. d'entraînement, c'est ça, de passif et de plein de choses. Mais je pense que c'est assez vrai pour beaucoup de monde. Donc, encore une fois, c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de grande différence et que c'est encore plus pertinent à la limite de partir à 3,40 parce Ouais. que tu as une allure plus rapide, vu que tu auras moins d'économie, tu n'arriveras pas forcément à la tenir beaucoup plus longtemps. Et tu vois, jusqu'à présent, sur les quelques séances que j'ai pu faire avant là, de me faire mal, euh, je sens en fait une énorme différence. Tu vois, si je vais partir sur on va dire une série de, je sais pas, tu vois, des 3 km ou des trucs comme ça. Si je pars, ça va varier de 5 secondes au kilo, mais les sensations, elles vont être totalement différentes. Et la fin de la répétition, elle va se dégrader très vite si je pars 5 secondes plus vite, alors que si j'étais parti 5 secondes moins vite, je suis capable. Enfin, j'ai des meilleures sensations et puis en plus je suis capable vraiment d'être très régulier sur la répétition là où en fait je vais faire et à la fin je vais faire le même temps, tu vois. Et en fait c'est un peu ça aussi ce que je trouve sur ce que tu dis sur le semi, c'est que tu vois si tu pars à l'allure marathon en fait après tu es sûr d'être capable de plus ou moins tenir cette allure voire de l'accélérer. Là où si tu veux partir pour faire ton record en fait Mais bien sûr, ouais. tu vas vachement chuter quoi. Oui, surtout que je pense qu'il y en a pas mal en termes de gestion d'efforts. Ouais, C'est pas forcément le plus évident, enfin, selon l'habitude que tu as de faire des compétitions, etc. Je pense qu'il y en a quand même beaucoup, beaucoup, hmm, et qui partent trop fort ouais, et qui ralentissent. Et après, là, pour revenir sur ta séance, je pense vraiment que c'est beaucoup, beaucoup mieux de le faire 5 secondes trop vite, trop lent, excuse-moi, quitte à être même à peine en dessous toi, limite, quitte à être 10 secondes trop lent, hmm, parce que en fait, tu vas pas dégrader, du coup, ça veut dire que ta foulée va rester propre. Et je pense que du coup, tu habitues ton corps à avoir une bonne foulée, donc tu augmentes ton économie de course. Alors que si tu te dégrades vraiment, en fait, si le mouvement devient n'importe quoi, globalement, ouais, tu bosses pas du tout le mouvement. ouais, Et sur un marathon, en fait, il faut que ton mouvement soit propre tout le long. Et donc, ça veut dire qu'à l'entraînement, il faut que tu passes énormément de temps à cette allure-là, avec un mouvement propre, proche de ces allures. Donc, tu as tout intérêt, il y a tout intérêt à faire ça. Et sachant que même si physiologiquement, on sait qu'en fait, avec la fatigue, au fil de ta séance, tes seuils physiologiques baissent. ok, Donc, de toute manière, tu as meilleur temps d'être au début 0,5 km/h sous ton seuil physiologique ouais, pour finir à ton seuil en termes de physio. Donc, clairement, tu as tout intérêt à faire ta séance à peine trop vite. Et je pense que c'est un souci pour beaucoup, beaucoup de personnes. C'est qu'en ouais, fait, on est trop habitué à se dire attends, quand je fais une séance, il faut vraiment que je me fasse vraiment mal. Donc, il faut que tout que je donne et il faut que j'essaie de faire les meilleurs temps possibles. Et en fait, ça conduit. Enfin, c'est pas du tout la meilleure voie pour progresser. ouais, ouais, Et je pense que c'est de plus en plus prouvé. Et il y a de plus en plus d'athlètes de très haut niveau qui s'entraînent comme ça, en fait. ouais. En Qui fait font gaffe à leur zone et vraiment. Et en fait, quitte à avoir l'impression de. Quand tu as l'habitude de tout le temps te faire mal, tu as l'impression presque de te faire chier. Hein. Et tu te dis merde, en fait, je fais pas une bonne séance. Alors qu'en fait, malheureusement, ou heureusement, tu progresses plus. ouais.
Ouais. Ça dépend ce que tu veux. C'est intéressant parce que tu abordes ça, parce que du coup, ça me permet d'aborder justement les zones. Ouais. C'est un truc hyper important. Tout à l'heure, on parlait un peu des allures marathon, autour de l'allure marathon. Comment tu pourrais définir justement, euh, de façon simple, on va dire, on parle généralement de 5 zones Ouais. physiologiques. Et ça, toi, est-ce que toi, tu te bases beaucoup là-dessus pour faire bosser tes athlètes de manière générale en fonction de ce qu'ils veulent préparer, etc. Et typiquement, pour un marathon, c'est quel type de zone qu'on va aller chercher à travailler? Ouais, de toute manière, maintenant, la plupart bossent avec environ 5 zones, ou après, enfin, on va dire 5 zones jusqu'à VMA, et après, des fois, il y a une ou deux zones au-dessus de VMA, Ok, et du coup, qui sont quand même, je pense, moins intéressantes, enfin, et moins intéressantes à détailler, ouais, ouais, non, tout à notamment fait. aujourd'hui. Donc après, globalement, tu as 2 zones d'endurance, une zone de tempo, une zone de seuil, une zone de VMA, si on le fait Ok, très très simple. ok, Pour bosser de manière le marathon, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est essayer de rester au maximum dans les zones proches du marathon, donc ça va être la zone tempo, la zone seuil. ok, Moi, pareil, je préfère donner aux athlètes des zones plutôt qu'une allure exactement précise, même si sur plat, tu peux commencer à plus ou moins 5 secondes. ouais, Mais je pense que selon la journée où ils sont, selon comment tu as dormi la veille, enfin, il y a quand même selon mentalement, c'est juste c'est 1 heure avant la séance, tu as une mauvaise nouvelle au niveau du ouais, boulot, au niveau ouais, familial. Bah, en fait, d'avoir quand même cette marge, enfin, c'est-à-dire que tu peux quand même rester dans ta zone, vu que ouais, c'est une zone entre 0 et 10 secondes certainement. Et si tu fais 10 secondes plus vite, tu vas quand même passer la séance proprement, enfin 10 secondes moins vite, tu passes la séance proprement et tu seras quand même content et tu auras quand même vraiment bossé physiologiquement. Alors qu'en fait, si jamais tu as eu un souci avant et que tu veux vraiment rester à pile ton allure, c'est un coup à exploser, au final, ça sert à rien. Enfin, ouais. le soir, tu es encore plus dégoûté, bah, je pense que tu n'as pas progressé. Et au final, c'est plutôt négatif. Donc je Ouais. trouve ce concept de zone est aussi intéressant pour laisser une marge à l'athlète, en fait, selon les sensations, selon juste ce qui lui arrive dans la journée et de pouvoir un peu adapter les allures. Du coup, est-ce que tu préconises de bosser en fonction de la fréquence cardiaque? Parce que les zones, comment, tu vois, est-ce que c'est vraiment, parce que toi, la majorité de tes athlètes, ils font ça depuis longtemps, donc ils se connaissent quand même en général super bien. Du coup, ils savent s'ils sont à tempo ou à seuil ou à Ouais. VMA. Mais on va dire quelqu'un qui a moins d'expérience. Est-ce que bosser justement avec la fréquence cardiaque, ça peut être intéressant pour savoir à peu près dans quelle zone il se situe? Ouais, moi je bosserai avec la fréquence cardiaque, mais j'essaierai plus de la faire en feedback. Ok, Donc de pas trop la regarder pendant la ok, séance parce que enfin, le temps qu'elle monte, etc., selon les ok, profils. Et je pense que c'est pas forcément bon d'être trop rivé dessus ok. tout le temps. Et je serais plus d'essayer de me concentrer sur les sensations. C'est quand même. Peut-être on va pas on va pas les expliquer ici, mais c'est très très facile de trouver les sensations qu'on doit avoir à chaque zone. Ok, Et je pense que c'est mieux d'essayer de se focus là-dessus. ok, Et après, en fait, en feedback, de regarder sa fréquence cardiaque et de regarder si c'était OK par rapport aux zones. Après, sur les allures, je pense que c'est intéressant, si tu as déjà fait un semi ou un marathon, forcément de te baser là-dessus. ouais, bien sûr. Parce que ça reste ultra intéressant d'avoir ces zones-là et de faire des Ouais. séances, des fois, allure marathon, allure semi, ça même plus parler de zone, en fait. Ouais, ouais, tout à fait. Ne serait-ce qu'habituer son corps à courir à une certaine C'est allure, ça, en ouais. fait. Au bout d'un moment, c'est des chocs, enfin, une fréquence de foulée, etc., juste qu'on mémorise, quoi. Donc, Ça, ouais, je pense que le marathon, enfin la route, c'est d'autant plus vrai. Je pense que là, pour le coup, c'est un concept qui s'applique à peine moins en trail. ouais, En trail, tu bosses vraiment sur des zones ouais, physiologiques. Je pense que sur route, à un moment, il y a du sens à bosser vraiment autour de l'allure auquel tu veux courir. Parce que c'est tellement tout le temps la même foulée qu'à un moment, tu es obligé de faire du spécifique. ouais, clairement, clairement. Abordons un point qu'on a déjà un peu abordé en filigrane, mais Ouais. sur une prépa marathon, est-ce que tu dirais qu'il y aura qu'un gros cycle, puis un affûtage avant le marathon, ou est-ce que tu t'imagines plusieurs cycles parce que le temps est court quand même, donc Ouais, bien sûr, en termes de cycle de charge de travail. ouais, c'est ça. Parce que là, on a déjà défini, du Ouais, tout à coup, fait. plutôt que ce serait, enfin, de toute manière, je pense que là, il faut surtout que tu te focuses, comme on a dit, autour de l'allure marathon. Ouais, Après, en charge de travail, ça dépend bah, forcément déjà de ta fraîcheur à l'instant T, mais c'est vrai que c'est possible de faire 6 semaines assez globales. Je pense que tu ok, n'auras pas une semaine très 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 facile. ouais, Il n'y a pas forcément de sens. ouais, Et comme sur 6 semaines, je suis pas sûr que tu peux te permettre d'avoir une semaine ultra haute, enfin, même si sur la fin du cycle, si tu as du temps et que tout s'est bien passé au niveau de ton genou, tu auras des semaines forcément un peu plus conséquentes en termes de volume. ouais. Mais je pense que plus sur un truc assez constant, enfin progressif constant, je pense que quand tu as 6 semaines, enfin quand tu 8 semaines et que tu veux faire 2 semaines d'affûtage, ça reste quand même Et si le mieux faire. sur un profil tu vois, typiquement qui part sur 12 semaines, est-ce qu'il y a un intérêt, tu vois, parce que moi, en fait, je vais un peu squeezer quelque part la partie foncière, dans le sens où je l'ai Ouais, déjà faite. Quelqu'un qui va partir un peu de zéro, on va dire, pour ouais. préparer un marathon, c'est intéressant quand même en début de cycle de faire peut-être vraiment plus de l'endurance, juste pour préparer son corps à ce qui va arriver ensuite, non? Ouais, bien sûr, bah, si tu pars de zéro, ça va être quand même intéressant de le faire. Après, Ouais,
Je pense que ça dépend quand même de chaque profil, mais c'est vrai que ça reste quand même intéressant au début d'en faire un peu plus, mais pas forcément en termes de kilomètres. Ouais, Parce que les kilomètres doivent quand même monter petit à petit, ouais, je pense, ok. pour éviter les Ouais, blessures. Pour contre, au début, ça peut être de faire un peu plus de sport varié, ouais, ok. même si je pense que ça reste intéressant pour quelqu'un qui fait pas que ça, d'en garder tout au long de la prépa Ouais, clairement. pour limiter ne serait-ce que les risques de blessures. Sur un profil comme le mien et qui est le cas de plein de gens en fait qui ont envie juste de varier parce que bon moi j'habite en montagne et du coup je peux skier et donc et puis C'est compliqué de et courir, surtout hein. que je peux pas courir ouais, sur tout ça. Bah, du coup le fait est que je vais faire une bonne partie de ma prépa en fait sur les skis Ouais. mine de rien. Est-ce que tu penses que c'est quand même idéalement il faudrait faire que courir pour préparer un marathon ou est-ce que ça peut être intéressant d'associer d'autres sports dans une prépa? Alors là, on va enlever totalement le côté haut niveau parce Ouais, que oui tout à fait. enfin, je pense que c'est différent. Et puis en plus, le haut niveau, alors, c'est encore plus, je pense, spécifique à chacun. Ouais, Mais on va plus prendre la masse, hein, pas forcément, enfin, la performance, mais la ouais, ouais, masse. Je pense que pour une majorité des gens, ça reste quand même intéressant de varier. ok. Ne serait-ce parce que je pense que dans une prépa, tu vas chercher à battre ton temps. Et pour battre ton temps, mine de rien, je pense qu'il faut quand même au quotidien, quand tu as un boulot, bah, le sport, il faut que ce soit quand même aussi parfois un plaisir. Mm. Donc, si tu fais une ou deux autres sorties, autre que course à pied, mine de rien, ça t'enlève vraiment de la charge mentale. Et c'est quand même, je pense, intéressant en termes de plaisir. Ça va aussi te permettre de limiter les risques de blessures, Ouais, parce que tu limites un peu le nombre de kilomètres aussi. ouais, Et ça te permet très facilement bah, en fait, d'aller sur des temps de 2-3 heures de sport sans risque, enfin, sans choc en fait. ouais, tout à fait. Et du coup, en termes de physio, là, du coup, on parle moins musculaire, enfin moins musculaire, ouais, moins musculaire spécifique et moins foulé. Mais en termes de physio, je pense que c'est ultra intéressant de pouvoir faire 3 heures, par exemple sur les skis ou à vélo, et de façon très facile, enfin, sans choc. Et quitte à transférer après, tu Ouais. fais quelqu'un qui a quand même des objectifs un peu élevés et qui a quand même du temps. Le matin, par exemple, tu vas aller te faire une séance de 2h30 à vélo ou à ski très très tranquille. Et l'après-midi, tu fais juste 1 heure avec un peu d'allure marathon. Je pense que ça fait vraiment sens tu vois, pour préparer vraiment l'allure et limiter le risque de blessure. Et ça fait vraiment une belle journée, Ouais, c'est clair. presque autant que si tu aurais fait un 30 bornes. Et c'est marrant parce que, tu vois, dans la culture, là, j'étais à Iten et tu sais, en fait, tout là-bas, on ne parle que la première question qu'on te pose, c'est ton temps, ton record, et la deuxième, c'est combien tu fais de kilomètres par semaine. Ouais. Et tu vois, du coup, nous, nos profils qui aimons faire différents sports, bah, en fait, on casse complètement cette barrière parce que ça veut plus rien dire, en fait, de combien de kilomètres on a fait par semaine, puisque on va faire plein d'autres sports, tu vois. Du coup, tu es obligé de repasser en heure. Bah ouais, c'est ça. Et Mm. du coup, c'est ça que j'allais aborder, c'est, tu vois, c'est sur un profil comme le mien, enfin, on va plus regarder le volume horaire plutôt que le volume kilométrique quoi, à la fin de Ouais. la semaine. Encore une fois, je pense que tu fais du très très haut niveau. C'est quand même intéressant de compter en kilomètres parce Mm. que bah, là, pour le coup, c'est aussi juste, je pense que pour gérer un peu la charge et les blessures, ça va quand même permettre de faire gaffe à pas dépasser certains seuils Ouais, qui peuvent être critiques niveau blessure. ouais, Je pense que pour la majorité des gens, de parler en termes d'heures, ça reste quand même le plus intéressant. Et ça pousse pas aussi à faire enfin, à faire tous les kills trop vite. Parce que si tu parles en kilomètres, tu as 1 heure, tu vas en faire 13. Si tu parles en heure, tu en fais 10, ouais. à la rigueur, ça suffit. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que j'ai parlé avec un coach au Kenya qui me disait que le corps, enfin c'est visiblement il y a une étude scientifique là-dessus, c'est que le corps il sait mémoriser un temps, mais il sait pas mémoriser un nombre de kilomètres. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'il va savoir, tu vas avoir fait 1 heure de footing, il va comprendre qu'il a couru 1 heure, mais il sait pas combien de kilomètres il a couru en fait. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'il faut se baser plutôt sur des temps que sur des kilométrages, enfin en tout cas à nos niveaux, Ouais, ouais, je parce pense. que en fait, c'est bien plus ça qui est important quoi, à la fin la fin. Et Ouais, puis, ça, et puis comme dit, ça évite quand même plein de dérives. ouais, Et c'est puis en clair. fait, ça permet de prendre en compte ça quand je vais faire 3 heures de vélo ou 1 heure de natation ou 3 heures de ski de rando Ouais, et qui sont quand même ultra intéressants et ultra pertinents. Bien évidemment, je pense que pendant la prépa, il faut qu'il y ait au moins peut-être 2 sorties, enfin, c'est au moins 2 sorties de 30 bornes, tu vois, à bonne allure pour un peu s'habituer ouais, musculairement. Mais de vouloir absolument faire chaque semaine une sortie longue, je pense que pour beaucoup, enfin, ça peut amener à des blessures ou ça peut ouais, amener à une contrainte mentale qui est importante. Et au final, le jour de la course, enfin, d'être juste rincé et de pas avoir envie en fait. ouais, clairement. Ou d'être à la limite de la blessure. Et en termes de gain-risque, Ouais. c'est pas intéressant. Ouais, clairement. Et du coup, ça me permet d'aborder le dernier point que je voulais aborder avec toi là, Mm. sur cette planification. Quelles seraient, tu vois, sur une planification comme ça d'entraînement, les grandes erreurs à éviter selon toi? Est-ce que, tu vois, est-ce que c'est en termes de comment on planifie son entraînement? Est-ce que c'est en termes de, tu vois, de quel type de séance faut plus ou moins éviter? Est-ce que c'est, tu vois, les grandes, peut-être les grandes erreurs un peu classiques qui, tu penses, faudrait éviter selon toi? Pour moi, vraiment les erreurs classiques, c'est
assez simple, hein, mais c'est, comme on a dit, le respect des allures sur les Ouais, séances, ouais, et plutôt même les faire un peu plus lentes qu'un peu trop rapides, ouais, que ce soit donc en intensité ou en endurance. ouais, Ça va vouloir aller chercher toujours plus de kilomètres et faire que, pardon, vraiment que du plat et pas du tout s'autoriser à faire du vélo ou du trail et donc augmenter son risque de blessure. Moi, je pense qu'il y a aussi vraiment un sur l'aspect nutrition. Donc les erreurs, c'est aussi de jamais manger pendant l'entraînement et de pas du tout habituer son corps. Parce que notamment en marathon, c'est quand même beaucoup plus compliqué avec les chocs à répétition. C'est ultra traumatisant pour le ventre. Et du coup, il faut absolument que tu t'entraînes à manger. Donc sur tes séances où tu vas être proche de l'allure marathon et tu vas commencer à faire pas mal de kilomètres, par exemple si tu fais un 3 x 5 km ou 4 x 5 km à l'allure marathon, là je pense que c'est typiquement une séance où il faut que tu manges. ouais, Si tu fais une sortie longue de 30 bornes, il faut typiquement une séance où il faut que tu manges. Donc ça c'est vraiment un point je pense prédominant et si tu le fais pas, pour moi ça risque d'être très très compliqué sur le marathon parce qu'il ouais, va falloir manger très régulièrement sur ton marathon. Et après il y a aussi, pas négliger je pense que, enfin même la balance calorique totale et je pense que c'est une erreur qui est faite de plus en plus. On voulait vraiment absolument s'affûter au maximum et maintenant, enfin moi, sur quasiment tous les profils, je vois en fait quelqu'un qui voit même limite à 500 grammes de trop ou qui va justement chercher à bien tout le temps compenser ses apports caloriques, quitte à en avoir un peu trop, en fait, il enchaîne beaucoup mieux. ouais, En fait, il récupère mieux chaque séance. ouais, Finalement, il a plus de jus, il arrive à faire plus de séances, enfin, ou il arrive à faire plus de kilomètres, il arrive à faire plus d'heures. Et en fait, à la fin, même si sur le papier, il se regarde sur la balance, il a 500 grammes en trop ou 1 kilo en trop, en fait, il est beaucoup plus performant. ouais. Et en fait, ça, c'est une énorme erreur. Il y en a plein que tu te dis, ah ouais, j'ai pas le temps de m'entraîner, du coup, je vais faire un régime pour m'affûter plus. Et en fait, c'est une énorme erreur. Ouais, ouais. En plus, sur le long terme, au pire, c'est peut-être passer sur une prépa marathon si t'as un peu de chance, mais t'en fais une deuxième, tu te casses. Ouais, C'est ouais, évident. complètement, complètement. Et ça, c'est ouais, c'est hyper intéressant. C'est vrai que j'avais pas du tout abordé l'aspect nutrition, notamment pendant le marathon, mais c'est vrai que. Et puis là, ça, c'est un peu ce qu'on rejoignait, ce qu'on se racontait sur Blumenfeld, Oui, c'est un exemple parfait pour c'est ça, ça. quoi. Bon, au final, en plus, il reste ultra affûté, mais en fait, il a quand même cette démarche d'aller vouloir, enfin, ouais, de faire vraiment gaffe à compenser son apport calorique, quitte à être à peine au-dessus, parce qu'il se rend compte qu'il arrive à faire plus d'heures et qu'il Ouais, marche plus, du coup, quoi. ouais, ouais, c'est clair. Et en fait, je Et- pense que c'est vraiment un code ça qu'il faut qu'on arrive à casser les prochaines années, mais en termes de performance, ça paraît de plus en plus évident. Et surtout qu'en fait, le corps arrive, mine de rien, à se réguler. Si tu fais une dizaine d'heures, ouais, si ton corps ne se régule pas au niveau poids, c'est certainement que soit qu'avant, il peut y avoir eu des déséquilibres, soit qu'en fait, tu es limite en sous-calories. Et du coup, si tu es en sous-calories, ton corps va vouloir stocker. Et en fait, tu engendres des mécanismes qui sont vraiment pas bons et qui sont ouais, vraiment à éviter. Alors que pour le coup, je pense que si tu es peut-être plus 5% tout le temps au-dessus, ton corps il se régulera et tu feras juste plus de séances où tu seras même plus performant, que ce soit au boulot ou sur le sport. ouais, carrément. Mais c'est vraiment un code à casser, hein, parce Ouais, que on a trop eu, je pense, cette idée de se dire si je veux être plus performant, faut que je sois plus léger. Bien évidemment, je pense que 10 kilos en trop, oui. il y a un impact sur la performance et je pense que c'est pas le sujet du discours, mais Ouais, c'est clair de pas, ouais, de pas être à la course à course au poids c'est ça. et d'être rivé sur sa balance, à se dire faut vraiment que je perde ces kilos parce que en fait c'est ça qui va me faire aller plus vite. Alors à la fin, moi je pense que je suis un bon exemple, c'est que enfin je pense que mes meilleurs là où j'ai été le plus fort, c'est pas forcément là où j'étais le plus léger, quoi. C'est quand même, Et c'est pas en fait c'est pas corrélé, quoi. Et enfin si, c'est corrélé mais pas dans le sens où que je tu l'imaginais, penses, quoi. ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, ça faut arriver à l'accepter, parce que mentalement, c'est un Ouais, gros c'est clair. challenge et qui casse vraiment les codes de notre société, en fait. Ouais, c'est clair. Et, C'est clair. Mais c'est hyper intéressant au moins de l'aborder un peu parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont un peu dans cette situation à se dire ah putain, faut que je m'affûte, faut que je m'affûte, faut que je ouais, c'est m'affûte, ça. alors que au bout d'un certain temps, en fait, on a aussi chacun on a aussi des profils, quoi, et on n'est pas tous faits pour être super Affûté. affûté musculairement. Enfin, moi, typiquement, qui ai une grosse masse musculaire, au bout d'un moment, si je suis trop affûté, je pense que enfin, mes articulations, elles vont changer aussi. Enfin, Oui. donc tu vois, enfin, faut trouver le juste milieu, quoi, c'est toujours pareil. Ouais, non, Et, c'est clair. Mais puis, de toute manière, à un moment, je pense qu'il faut aussi juste se sentir au quotidien. hum, Si tu arrives à bien enchaîner tes séances hum, et en gros, tu arrives à être performant au boulot, enfin, tu arrives à te sentir bien globalement dans ton équilibre, en fait, il faut pas chercher à changer, ouais, faut pas chercher à réduire. Par contre, si tu commences à sentir que les séances, alors que pourtant ton plan était quand même bien calibré, c'est de plus en plus dur à les faire, la fatigue augmente, ouais, soit c'est le sommeil, soit c'est l'alimentation, ouais, globalement. ouais, Il y a ouais, de grandes chances que ce soit juste les deux. ouais, ouais, c'est sûr. Et du coup, si tu dors bien, bah, en fait, c'est que tu manges juste pas assez. Et il Et faut se forcer à le faire plus, hein. ouais, Faut c'est boire des clair. bières, hein. Ouais, c'est clair. À boire des bières, je sais pas, mais en tout cas, ouais. Ouais, non, non, boire des En tout bières, cas, en si tout cas, si tu fais 30 heures. manger des glucides, c'est sûr, quoi. Ouais, non, c'est clair. Ouais, manger des glucides. Ouais. Ça, Mais bon, ouais. au bout d'un moment, de C'est toute ça, façon, avant d'aller chercher des régimes ouais. sous-glucidiques, je pense que, pareil, ça s'adresse vraiment à de la très très haute performance. Et Bah, non, c'est clair. Et puis, c'est c'est- intéressant ouais, déjà, ne serait-ce de parler de ça. Et puis, d'une ouais, manière, en fait, c'est du... là, on rejoint le sport et la santé. ouais, Mais en fait, pour moi, la performance,
on a trop tendance à se dire, oui, de cette manière, enfin, le sport de haut niveau n'est pas fait pour la santé. Ouais. D'une certaine manière, je suis d'accord, mais en même temps, au moins durant la carrière, l'athlète qui, en fait, via son sommeil, via son alimentation, en fait, n'arrive à pas se blesser, donc, mine de rien, c'est de la santé, Ouais. n'arrive à pas se blesser ou à pas faire de surentraînement, c'est de la santé. Et en fait, il va pouvoir aller s'entraîner tous les jours, contrairement à d'autres qui vont avoir des périodes de blessures, des périodes de surentraînement où ils vont devoir couper. Et en fait, à un moment, au bout de 2, 3, 4 ans, ça va faire vraiment la diff sur les performances. Complètement. Et peut-être qu'au final, à la fin de sa carrière, lui, en plus, il aura moins abîmé sa santé que quelqu'un qui sera régulièrement blessé, Qui aura fait des hauts débats. et qui aura fait des hauts débats, qui aura fait du surentraînement, qui aura Ouais. fait. Ça rejoint un point aussi, c'est que à la fin, le mec qui progresse, c'est le mec qui se blesse pas aussi. Parce que Bien sûr. tu vois, les cycles d'entraînement dont on parlait au départ, si tu as envie de les faire, faut que tu sois en capacité de les faire. Quoi. Et ça, et puis il n'y a pas une séance magique. Donc Ouais. en fait, tu vas progresser si tu arrives à être régulier. Ouais, en fait, c'est Et ça. pour être régulier, bah, faut que globalement tu sois en bonne santé. Mm. Donc il faut que tu aies une bonne alimentation, un bon sommeil. Ouais, complètement. Est-ce que du coup, là, on va juste un petit mot sur la nutrition, justement, tu l'abordais. Le fait de s'entraîner en séance à manger. Moi, déjà, là, j'ai fait le peu de séances que j'ai faites juste avant de me blesser, d'avoir mal au genou. Enfin, j'ai fait typiquement une séance où j'ai pris un gel avant le début de la séance. J'ai eu les meilleures sensations de ma vie, limite sur la séance. J'étais hyper facile sur Ouais. des allures pourtant élevées pour moi, mais je me sentais hyper facile. Et là où la séance d'après, j'ai pas mangé sur la séance, alors que j'étais à des allures plus ou moins équivalentes, en fait, j'ai eu des sensations totalement différentes. Donc ça prouve aussi que quand même, au bout d'un moment, enfin, Ah, c'est clair. ça, Non, mais y a pas de secret, quoi. ouais, il n'y a pas de secret. Et puis c'est ça, en plus, enfin, ça peut être soit via les gels, ou après, chez Koenig qui ont quand même vraiment du mal au niveau du ventre, ou ça peut être des trucs moins glucidiques, Ouais. enfin, ou moins grammés, ou que tu en prends plus. Enfin, bon, pour le coup, nous, avec le team, on prend pas mal de Bao, et je trouve, moi, c'est un super complément. Enfin, pour beaucoup de profils qui ont un peu des problèmes gastriques, Ouais, ça permet aussi de limiter, parce que parfois, ça fait un peu peur aux gens, les gels, ouais, parce que si enfin, il y en a certains qui ne les digèrent pas, ouais. et tu as quand même d'autres solutions maintenant via des compotes, via. Enfin, je pense que c'est vraiment intéressant de tester pas mal de trucs. Et ça, si tu ne fais pas l'entraînement, tu vas pas le tester le jour de la course. Ouais, c'est clair. Et du coup, le jour de la course, sur un effort type marathon, on préconiserait de quel apport tu vois, sur 2h40 Ouais, bien. d'effort à peu près? Bah, encore une fois, ça dépend en vrai. Enfin, idéalement, c'est de se rapprocher au max, je pense, de 70, 80, voire plus. Enfin, Ok, il me semble Kipchoge sur son record, il est. ouais, il une centaine, je une pense. centaine, ouais. Mais bon, ça demande quand même beaucoup d'entraînement en termes de. Grammes à l'heure. On En, appelle, ouais, en termes de glucides à l'heure, ouais, de grammes de glucides à l'heure. Donc ça demande quand même pas mal d'entraînement et puis une résistance gastrique qui est quand même assez importante. ouais, Je pense qu'il y a c'est de se rapprocher, mais je pense qu'à partir de 40-50, c'est déjà- notamment si tu n'as pas l'habitude, ça commence à être intéressant. Donc ça veut dire certainement 2 apports par heure. Et ça peut être aussi via la boisson. ouais, Je pense que ça reste un truc qui est assez facile pour. Enfin, c'est facile. Si tu t'entraînes un petit peu, c'est vite facile d'atteindre cet objectif-là. Et je pense que c'est un objectif entre guillemets bas, mais c'est le minimal, on va dire, pour pas exploser. ouais. Après, si tu veux augmenter tes performances, il va falloir que tu ailles plus loin. Et du coup, il va falloir que tu t'entraînes encore plus. Parce que même les triathlètes maintenant, eux, ils sont tous là. On parlait de Blumenfeld, Mm. ils sont tous à 100 grammes Ouais, grammeur. Hein. ouais, bien sûr. Ouais. Et... Mais ça, encore une fois, ça demande vraiment. Au-dessus de 80, moi, je déconseillerais à quelqu'un qui Ok. ne fait pas de très haut niveau. Ok. Parce que je pense que c'est quand même intéressant d'être un minimum suivi Mm. et de vraiment s'entraîner. Mais du coup, je préconiserais entre 50 et 80. Ouais. Et là, pour le coup, il n'y a aucun risque que ce soit en termes de santé. Je pense qu'il n'y a que des gains bénéfices pour la performance. Normalement, jusqu'à 80, l'organisme, même gastriquement, l'accepte plutôt bien. Donc typiquement, je vais citer une marque parce que c'est la marque que moi j'utilise le plus, Morten. Un gel, c'est du il me semble 25. Ouais. Donc ça ferait deux gels par heure, quoi, en gros. Idéalement- 2 gels au minimum par heure. Ouais, je pense que 2 gels par heure. 3 c'est idéal, quoi. Bah, limite 2 gels par heure. Et moi, Et de la boisson. et de la boisson. Et de la boisson un peu chargée. Ok. Et là, en fait, tu l'as. Ouais, tu l'as Et dit. du coup, ça permet quand même d'avoir ton apport en eau. Ouais. Et si tu veux vraiment optimiser, par exemple sur un profil de 3 heures, je pense qu'une fois par heure, c'est intéressant d'avoir un apport de caféine. Là, si on reste Ok. sur la marque que tu as citée, Ok. par exemple, les gels CAF, je crois, ramènent 100 mg de caféine. Ok. Je pense que c'est intéressant sur un marathon d'être entre 200 et 300 mg de caféine. Ouais, clairement. Donc ça peut être soit aussi de la prise un peu avant. Ouais. Ça, mine de rien, ça augmente vraiment les performances aussi. Ouais, c'est Par clair. contre, pareil, je pense qu'il ne faut pas dépasser des doses trop hautes. De toute manière, il me semble qu'il y a quand même. Tu la digères plus au bout d'un Ouais, moment. déjà, tu la digères plus. Il y a juste, Ouais. Donc, de toute donc, façon, mais c'est intéressant quand même oui, au moins, d'avoir un apport en caféine à un moment donné. c'est clair. Et ça, pour le coup, pour la performance, pareil, c'est peut-être tester, juste quand même vérifier que tu n'es pas mauvais répondeur et que, Ouais. et que ça ne te déglingue pas directement. Ouais. Mais ça reste une vraie aide à la performance. Ouais, complètement. Donc, et ça aide sur les sensations, ça aide sur pas mal de choses. Voilà, c'est comme ça que je conclue cette vidéo sur l'entraînement, sur la planification pour le marathon. J'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que vous aurez appris plein de choses. Encore, n'hésitez pas à aller mettre toutes vos questions en commentaire, évidemment. N'hésitez pas non plus
aller sur la marketplace de Nolio. Je pense qu'il y aura des choses qui peuvent vous intéresser, notamment les plans évidemment de Simon. Aujourd'hui, il a réalisé 2 plans, dont un que vous avez compris, hein, que je vais suivre pour le marathon de Paris, pour ma préparation pour le marathon de Paris. Si vous préparez des marathons, je pense que ça peut être hyper intéressant d'aller jeter un œil. Peut-être dans le futur, Simon mettra d'autres plans d'entraînement aussi, peut-être pour d'autres types de distances, de parcours, du trail. Je ne sais pas exactement encore ce qu'il a prévu, mais en tout cas, voilà, c'est hyper intéressant de voir que ce genre de plateforme se développe. Encore une fois, merci à Nolio pour la confiance, merci de m'avoir contacté, merci de m'avoir fait confiance pour réaliser ce projet. Ça a été un vrai plaisir de collaborer avec eux et vous allez, je pense, entendre parler de Nolio encore beaucoup à l'avenir et c'est comme ça que je vous quitte. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao à tous.